Good. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue sur l'atelier intitulé « Faire de la parité de genre un objectif stratégique pour l'entreprise ». Je suis heureux de voir qu'il y a des hommes parmi les participants ici présents. Pour ceux qui étaient ici ce matin, on a eu un panel assez intéressant qui a couvert une partie du sujet. Et nous aurons l'opportunité l'après-midi de couvrir l'autre partie. Quelques règles de base. Comme vous le savez, le panel présidentiel est prévu pour 16h45. Donc, ce panel va prendre fin à 14h15 et nous allons signer la charte du genre avec Ecobank. Et les participants sont invités à se rendre au hall présidentiel à 14h20 au plus tard. Sans plus tarder, je voudrais inviter sur la scène Madame la ministre du Togo. Madame la ministre. Bonjour à tous. Madame Lamia Merzouki, directrice des opérations Casablanca Finance City Authority. Monsieur Jérémy Aouri, qui va nous rejoindre, j'espère bien. Monsieur Paul Arietnar, directeur général Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional UMOA et du groupe Ecobank. Distingués invités, chers participants, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole parmi vous aujourd'hui sur cette thématique qui nous interpelle tous, en ce qu'elle fait partie des solutions de développement et de croissance de nos économies. Ainsi, au niveau mondial, les femmes représentent 49,7% de la population, les statistiques 2022, et ce chiffre devrait s'inverser lentement au cours du siècle. D'ici 2050, normalement, le nombre de femmes devrait être égal à celui des hommes. Je rappelle qu'en 2021, les femmes représentaient 50,2% de la population en Afrique subsaharienne, selon les données du groupe Banque mondiale. Par ailleurs, l'Afrique de l'Ouest comptait 302 millions d'habitants, dont plus de 50% de femmes. Ces statistiques sont parlantes et nous disent clairement que nous ne pouvons pas espérer construire un monde prospère, juste et équitable en laissant en marge 50% de la population. Et selon les déclarations des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'égalité des sexes est un fondement nécessaire pour un monde pacifique, prospère et durable, ODD 5. Et les économies sont plus résilientes, productives et inclusives lorsqu'elles réduisent les inégalités entre les sexes et soutiennent activement la participation égale des femmes dans toutes les sphères de la vie. Et enfin, selon la Banque de développement, les femmes représentent près de 70% de la main-d'œuvre agricole. Une preuve notoire de la présence au cœur du développement du continent quand on sait ce que représente le secteur agricole sur notre continent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, suite aux différentes crises sanitaires que nous avons pu observer, notamment aux différentes crises, la crise sanitaire et la crise liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il est apparu que le monde est devenu un grand village planétaire et la transformation qui est observée a apporté à elle deux forces nouvelles dans leur ampleur, la compétitivité et la diversité. Donc, dans un monde global, il n'y a plus de modèle dominant, mais une multitude de possibilités entre lesquelles il faut arbitrer, anticiper et s'adapter. L'agilité a remplacé l'uniformité, l'influence prime sur la puissance, et dans ce monde, la compétitivité est devenue une règle universelle et la diversité son moteur. Face aux enjeux de la parité, où l'équité genre devient un objectif stratégique aussi bien pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé, gage de développement et de croissance économique. Donc la reprise économique à la suite des différentes crises est une opportunité pour accélérer la parité genre et les États ont assurément un rôle important à jouer
sur plusieurs plans pour assurer un cadre institutionnel favorable à une meilleure contribution des femmes. Ainsi, au Togo, des réformes majeures ont été faites dans les domaines suivants: l'amélioration de l'accès au foncier, l'amélioration de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, politiques, sociales et économiques, l'amélioration de l'inclusion financière et économique, la protection du droit à l'éducation et à la santé. Et donc, dès lors, nous avons déjà pu observer des résultats concrets, notamment une évolution substantielle de la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, qui est passée de 23% en 2019 à 35% en 2021. Ou encore la croissance de 24% du nombre de nouvelles entreprises créées au cours des 2 dernières années par les femmes. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que nous avons un engagement fort des plus hautes autorités, notamment du chef de l'État, à renforcer les initiatives pour la promotion du genre, traduites dans la vision de faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les femmes et les hommes ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Cela a permis de créer un environnement qui nous a permis déjà dès lors de pouvoir évoluer dans les rankings au niveau de la Banque mondiale. Toutefois, au-delà du cadre institutionnel mis en place par les pouvoirs publics pour crever ce plafond de verre, comme on aime à le rappeler, l'équité genre doit être inscrite dans les objectifs stratégiques de l'entreprise comme vecteur de développement et de croissance, et ce pour diverses raisons. La diversité en général, c'est un facteur d'innovation et de créativité de croissance. L'enjeu est simplement de s'assurer qu'un groupe décisionnel soit aussi divers que possible pour être efficace. La diversité encourage le débat et donc la réflexion. Elle remet en cause les principes acquis et évite ainsi un nombre d'erreurs. La parité genre dans les postes de direction et de prise de participation a un effet déterminant sur la productivité et la performance des entreprises et par ricochet sur la croissance économique des pays. Second élément, la parité, un objectif stratégique pour l'entreprise, la thématique qui nous réunit aujourd'hui. La diversité, et plus précisément la parité, constitue un facteur de croissance plus que probable. Aussi est-il indispensable de le porter au rang des objectifs stratégiques de l'entreprise qui veut croître. Et enfin, la parité comme un enjeu stratégique de positionnement de l'entreprise implique la mise à disposition de véritables outils de pilotage et la mise en œuvre d'une discipline efficace sur la durée. Des objectifs doivent être définis, des mécanismes de suivi mis en place et des mesures correctives envisagées si nécessaire. Le troisième élément, c'est le plafond de verre. Ce plafond de verre ne pourra se briser que par le haut. Dans mes propos, je vous ai dit qu'au Togo, la vision est impulsée par les plus hautes autorités. Et parallèlement, quand on revient en entreprise, il importe de rappeler que ce plafond de verre ne peut être brisé que par le haut. Seuls les dirigeants ont la capacité de pouvoir engager leur entreprise et partager la vision stratégique. Les décideurs sont structurellement les seuls capables de faire bouger les lignes, en tout cas dans un calendrier relativement court, et c'est ce que nous espérons. Et c'est à eux qu'incombe de sensibiliser l'entreprise du fait que l'égalité hommes et femmes n'est plus un débat de société, mais un enjeu stratégique et un levier de croissance. Au-delà d'affirmer sa volonté de parvenir à la parité, la direction générale d'une entreprise doit donc en faire la démonstration, mais surtout donner l'exemple pour lancer la dynamique à chaque échelon. La première action peut être celle de faire primer les compétences sur toute autre considération, d'adapter les plans de carrière au profil individuel sans être prisonnier des modèles uniformes. Promouvoir des gens qui ne se ressemblent pas s'avère être une discipline parfois inconfortable, mais porteuse de succès. Le dernier élément, le plafond de verre ne pourra être franchi que dans un environnement propice. Réussir et vivre la parité ne se décrète pas, mais s'impose tout de même la création d'un environnement propice et opérationnel. La meilleure façon d'investir sur tous est de considérer les membres d'une équipe, d'une entreprise uniquement au regard de leurs compétences passées et potentielles, et donc de leur respect et de leurs résultats plutôt, et du respect des objectifs. Dans cette logique, lisser les situations exceptionnelles, créer un frein à la progression des femmes est une bonne pratique. Le premier frein identifié à la progression des carrières des femmes sont les congés maternité, qui les défavorisent particulièrement à l'heure des évaluations annuelles.
L'environnement propice dont je parle à la parité passe par une déculpabilisation dans le choix de l'équilibre pour chacun entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour conclure, je dirais que le management consiste à promouvoir la diversité au sein de l'entreprise afin de disposer du plus vaste champ d'options possible, augmentant ainsi l'efficacité et la prise de décision. Promouvoir la diversité en général et en particulier la parité homme-femme révèle donc bien de la bonne gestion économique, au moins tout autant que des convictions individuelles. Quand tout le monde pense la même chose, plus personne ne pense. L'effort collectif, aussi bien des pouvoirs publics que du secteur privé, est donc possible pour faire de la parité genre, tel que je le disais au début de mes propos, un levier de développement économique dans la sous-région ouest-africaine et à l'échelle internationale. Et je souhaite à tous de fructueux échanges lors de ce workshop, menant à plus d'actions concrètes pour des résultats tangibles en lien avec l'impact de l'amélioration de la parité genre dans nos économies. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Ministre. Effectivement, et comme on l'a vu ce matin, le genre n'est pas qu'une affaire de morale, hein, c'est d'abord une affaire de développement économique, une affaire de performance qui doit être prise en main au plus haut niveau. So now, ladies and gentlemen, let's dive into the heart of this workshop. Mesdames et messieurs, nous allons donc rentrer dans le cœur de ce panel. La première discussion donc parlera des idées et des outils pour pouvoir donc atteindre les objectifs stratégiques de développement. Nous aurons donc une présentation de cet après-midi. Nous avons un expert de BCG qui s'appelle Philippa qui va donc nous faire une présentation. Elle est également membre de l'association pour les bonnes pratiques et également pour le genre. Elle a donc émis un rapport sur comment combler les disparités concernant du genre, voilà, en Afrique, à travers tout l'écosystème pour pouvoir donc comprendre les obstacles sur tout le cycle de vie. Madame, à vous le plateau. Hello everyone. Bonjour à tous. C'est un plaisir donc de faciliter nos premières discussions sur la diversité. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs aspects concernant la parité du genre et également les stratégies que nous pouvons donc implémenter pour atteindre les objectifs. Avant cela, nous allons donc voir comment et pourquoi il est donc vital d'avoir une parité du genre. Bien. Donc l'Afrique en tant que continent a une quand même bonne performance concernant l'équité du genre. Et aujourd'hui, on peut dire que les disparités concernant le genre sont en train d'être comblées. Voilà. On dit que dans le monde, il faut autour de 130 années pour pouvoir combler donc le vide, mais c'est un peu moins en Afrique quand on considère donc l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest central. Donc l'Afrique se porte bien. Maintenant, quand on parcourt donc le continent pour prendre en compte les contextes nationaux, nous avons des pays comme l'Afrique du Sud et la Namibie qui ont quand même une belle performance, mais les pays comme le Tchad et le Mali qui encore ont des performances médiocres. Et cela met l'accent sur des actions sur mesure qui pourront donc régler les questions inhérentes à la parité du genre sur tout le continent africain. Donc voici, je crois qu'il est important de régler cette disparité de manière intégrale pour que l'Afrique puisse donc tirer profit de la valeur économique.
Nous encourageons donc nos clients à penser à la parité du genre, pas comme une nécessité, mais comme la chose à faire. Parce que lorsque les femmes sont autonomisées, les affaires marchent, les communautés prospèrent. Les études donc suggèrent que nous puissions donc combler toutes ces disparités pour pouvoir avoir plus de 20% de croissance au niveau du PIB de l'Afrique. Vous voyez que pour l'Afrique, on peut atteindre jusqu'à 50% parce que nous sommes déjà dans une meilleure position. Au niveau de la communauté, il y a également un impact significatif. Lorsque les femmes ont un contrôle des ressources, elles dépensent l'argent de manière sage. Voilà, les femmes dépensent 3 fois plus sur leur famille dans des secteurs comme l'éducation, la santé. Et vous voyez que cela contribue donc à un niveau personnel, mais également au niveau sociétal. Maintenant, nous allons examiner les entreprises. Un personnel qui est équilibré d'un point de vue genre a quand même des atouts considérables parce qu'il y a plusieurs perspectives, plusieurs expertises, talents pour donc aboutir à beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de variété. Et vous voyez, 36% voilà, de retour sur investissement. Lorsqu'on a une parité du genre, on a plus de 10% donc, sur l'esprit d'innovation. Et ce sont des chiffres qui connaissent donc une croissance constante. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même un justificatif qui sous-tend l'équilibre du genre pour les affaires. Il y a des entreprises qui quand même font des évaluations pour voir comment cela apporte un atout considérable à l'entreprise. Voilà, nous avons fait une étude et les résultats sont très parlants. Voilà, 37% des entreprises comprennent qu'il faut de la diversité. Mais en ce moment, c'est uniquement 50% qui ont donc essayé donc de régler ces problèmes de disparité au niveau du genre. Et seulement 11% ont commencé à avoir des plans stratégiques pour pouvoir donc combler ces disparités. Ce qui veut dire que on pourrait avoir cette question, par exemple, comment les entreprises peuvent avoir des stratégies prioritaires pour pouvoir donc combler les disparités liées au genre. Nous avons donc compilé plusieurs leçons apprises auprès de plusieurs clients. D'abord, la diversité doit être ancrée dans nos affaires. Voilà, ce n'est pas une condition économique, mais un impératif stratégique parce que cela crée de la valeur et cela nous permet donc de générer d'autres revenus et pourquoi pas la croissance au niveau de l'entreprise. Il faudrait que cette stratégie-là soit donc appliquée du haut vers le bas. Il est important que cela soit inclusif. Lorsque nous avons donc déployé ce programme au niveau des entreprises, on a constaté des différences, même au sein de la même organisation en termes de leadership. Donc, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Par exemple, le rôle des PDG en prenant des engagements, en mettant à disposition des budgets qui permettront donc de déployer toutes ces stratégies. Le troisième, c'est donc de tracer la diversité. Voilà, il ne faut pas espérer que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il faut donc faire le suivi, il faut modéliser et examiner le progrès qui a été fait dans le déploiement de la stratégie. Il faut qu'il y ait des chiffres qui accompagnent cela, par exemple, pour que cela active le changement. En dernière position, le genre n'est pas un concept mondial. Voilà, c'est aussi local. C'est vrai qu'au niveau mondial, cela crée une dynamique, mais cela se met en place au niveau local. Donc il faut contextualiser, comme nous l'avons dit, les réalités auxquelles font face les femmes sont différentes au niveau du continent. Voilà, pendant que 10% de la population au Kenya accepte que l'éducation soit quand même une bonne chose pour les hommes par rapport aux femmes, mais
Au Maroc, par exemple, le chiffre est 2 fois plus élevé. Donc, juste pour démontrer qu'il y a plusieurs contextes. On voulait donc accentuer la discussion autour de quelques exemples sur le continent africain. Nous avons commencé avec MTN. Ils ont été capables d'avoir un récit concernant la diversité qui est en étroite liaison avec la stratégie. Nous avons un investissement de 2 millions de dollars qui a été mis à disposition par MTN pour les jeunes filles dans le domaine numérique, surtout l'économie numérique. Nous avons Fokker également, qui a placé la diversité au niveau de ses priorités au sein de l'entreprise. Voilà, et elle est vue aujourd'hui comme un modèle, une championne. J'ai vraiment apprécié le panel que nous avons eu où les femmes ont quand même mis ce message en avant. Voilà, je crois que c'est de très belles images et de très beaux souvenirs. Concernant donc le suivi des engagements, nous avons par exemple East Africa Brewery qui a quand même mis une stratégie sur pied concernant le rôle de l'entreprise pour pouvoir équilibrer le genre. Et cette entreprise a quand même été capable de pouvoir galvaniser à travers la mise sur pied d'agences, de partenariats, tout ça pour pouvoir atteindre leurs objectifs. En dernier, nous avons Nestlé. Je crois que c'est une histoire qui tourne autour de l'autonomisation au niveau local qui n'est rien d'autre que autonomiser les femmes, les mettre dans une position spécialement dans des pays où les femmes n'occupent pas des positions de leader. Et je crois que c'est un bel exemple à partager. Donc, avec ce décor, nous allons passer maintenant à l'atelier. Nous allons avoir plusieurs séries de questions, partager nos expériences et nos réflexions, des solutions également que nous pourrons mettre en œuvre. Je vous invite donc à partager et à participer. Nous avons quelques questions que nous allons parcourir ensemble. Les questions ont été donc attribuées sur les tables de manière... quel est, par exemple, l'argument au niveau de votre entreprise pour rendre donc la parité du genre une nécessité? La dernière question, c'est comment est-ce que vous pouvez donc rendre durable la diversité sur le long terme et quels sont les obstacles qui pourraient donc vous empêcher d'atteindre ces objectifs. Donc, normalement, au niveau des tables, il doit y avoir des personnes en charge de prise de notes. Nous avons 10 minutes pour pouvoir donc compiler toutes les réponses et faire ensuite la restitution. Okay, thanks everyone. So you should have paper and... Merci, mesdames et messieurs. Normalement, vous avez des calepins et des bics pour prendre note. Voilà, je vais donc afficher les questions pour vous permettre donc de les réexaminer. 10 minutes pour les discussions et nous passons à la restitution. Merci. Hi everyone. Maybe just quick housekeeping. Donc,
Est-ce que nous pouvons donc passer à la répartition des questions? Donc nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et vous répondrez donc aux questions sur l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There's no 8, 9. And now you only have like 8 minutes. And then within 8 minutes, you will... Vous avez 8 minutes. Vous avez actuellement 8 minutes.
Can we start to round up? We have 2 more minutes. Thank you. Maybe we can start to wrap up now. Okay, great. Should we all come back together now and share ideas? Thanks, everyone. Okay, great, guys. Let's come together and share those ideas. Great to. Oui, donc on va commencer la restitution avec la première équipe. Nous voulons partager nos expériences, s'il vous plaît. Oui. La deuxième équipe, s'il vous plaît. Oui. Do you have a mic? Hello. Hi. Au nom de notre équipe, par rapport aux conversations que nous avons eues et partageant les arguments, échangeant les idées, par rapport à la parité, on a donné un exemple où l'entreprise devait entretenir un certain nombre de relations avec les clients. Et donc, l'exemple suivant, c'est dans les entreprises gazières. Donc, les grands défis, c'est par rapport aux relations avec les régulateurs, le gouvernement. Et lorsque la relation est un problème, donc vous avez besoin d'une approche diversifiée. Parce qu'au titre des solutions, on peut en dégager qui ne marchent pas. Et aussi, donc une approche du point de vue d'une femme,
Donc, une approche proposée par une femme peut marcher. Donc, certainement que une approche peut fonctionner avec un homme et aussi peut fonctionner avec une femme. Donc, ça veut dire qu'il faudrait capitaliser sur les différentes expériences du genre afin de régler un certain nombre de problèmes. Donc, il faut voir, lorsqu'on fait les affaires avec les gens, sur quoi capitaliser, c'est-à-dire quel genre, homme ou femme, faudra-t-il mobiliser au fin de régler une question. Alors, donc à ce niveau-là, il faut voir dans quelle mesure on peut mobiliser une grande audience. Hello. With the approval with all the ladies around the table, so I will reply. Donc la parité est très importante. Bon, si cela ne vous gêne pas, je vais basculer en français. Donc, compelling argument to the business imperative, il y a plusieurs points, hein, parce que bon, c'est pas une seule chose. Mais un des points éléments qui est ressorti, en fait, c'est que la parité, en fait, rassure les employés. On crée un équilibre à l'entreprise qui permet que aussi bien les femmes que les hommes peuvent s'exprimer sur des sujets qui, a priori, peuvent être sensibles. On l'a entendu dans la première session ce matin. Et la libération de cette parole, en fait, elle permet justement aux femmes, comme aux hommes aussi, mais aux femmes, de participer plus activement au management, aux décisions, de donner des idées, et que à partir du moment où justement vous faites publiquement notifier que votre entreprise agit dans le sens justement du women empowerment policies, etc., vous rassurez aussi à l'extérieur. Donc en fait, vous attirez des talents, parce qu'il y a des femmes qui vont se dire, si je vais dans cette entreprise, je serai écoutée, je pourrai progresser et donc je vais ramener de l'activité à mon entreprise. Puisque tout ça, c'est un équilibre. Mais il faut savoir aussi que dans ce cadre du Women Empowerment, ça apporte aussi aux hommes cet équilibre, puisqu'il y a des questions qui sont abordées d'un point de vue professionnel qui peuvent aussi les toucher. En fait, c'est cet équilibre qui rend encore plus fort l'entreprise. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux voies. Il y a la voie d'une certaine manière ou d'une autre manière, mais cet équilibre-là, il est très important. Et donc, on conclut qu'on pense que la diversité, c'est une richesse, que ce soit homme-femme, que ce soit aussi ses origines, etc. Et donc, plus l'entreprise cultive cette diversité, plus elle est capable de pouvoir mieux se vendre, mieux se faire connaître et être encore plus attirante pour ses clients et ses investisseurs. Je ne sais pas si j'ai résumé correctement. Vous voulez dire quelque chose d'autre ? Merci. Non, mais je vais rajouter quelque chose, c'est que la diversité, oui, c'est une richesse, mais c'est plus qu'une richesse. C'est indispensable. C'est une évidence, exactement. Donc, la petite correction, c'est ça, de notre table, si vous êtes d'accord. Hein. Pour moi, c'est indéniable. Hein. Voilà, merci. Thank you. Let's move on to the second question. Can we get... Donc, nous allons passer à la deuxième question, table numéro 5. On a une table francophone, donc je vais également y aller en français, si vous voulez bien. Alors, nous, c'était la question B. Il était question de savoir quelles sont les initiatives que nous avons implémentées pour assurer l'égalité des opportunités pour que les femmes accèdent à des positions de leader au sein de nos différentes institutions. Donc, sur ces tables, on est prépondéramment Ecobank et SFI. Donc, je vais m'appesantir sur ces deux institutions-là. Alors, je vais commencer avec la SFI qui est en train de travailler sur un programme hyper intéressant qui s'appelle Women Business and the Law et qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Justice, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, pour influencer certaines lois qui sont handicapantes pour les femmes dans le milieu du travail. Donc il y a eu pas mal d'initiatives et c'est pas que dans le milieu du travail sur les lois entourant la prise des congés, combien de temps quand elles vont en congé de maternité, etc. Mais il y a également des lois entourant tout ce qui est violence basée sur le genre,
qui ont été influencés. Donc il y a eu des progrès. Et également tout ce qui entoure également des contraintes liées au processus de divorce, etc. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez inédit et qu'on aimerait vraiment souligner. Alors rapidement au niveau d'Ecobank, dont je fais partie, alors on a la chance vraiment d'avoir des exécutives et des CEO qui prennent la question de l'inclusion très au sérieux. Et il y a quelques années en arrière, on a dû implémenter une initiative qui nous contraignait tous à l'horizon 2030 d'atteindre la parité au sein des différents boards et pour des positions également d'exécutives. Moi-même, j'ai été à l'épreuve parce que en tant que DG, quand je devais coopter un de mes administrateurs, j'avais du mal à trouver des CV de femmes qualifiées. Donc j'ai essayé de contourner, mais voilà, on m'a opposé un refus et on m'a dit non, va chercher à nouveau dans ton marché, trouve-nous des CV féminins. Et ramène-nous-en. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je suis quand même fière de dire que sur mon board, j'ai cette parité-là. Donc voilà des actions concrètes qui ont été prises au sein d'Ecobank à l'échelle du groupe. La deuxième action que je peux citer et qui a été rapidement évoquée sur le panel ce matin, c'est ce comité d'inclusion-diversité qui vient juste d'être implémenté. Et qui sera piloté par 2 de nos directeurs exécutifs. Donc chez Nana Aban, juste à ma gauche, et il y a Paul Harry qui me fait face. Donc qui va nous amener vraiment à redimensionner notre mindset et toutes les actions pour les mettre vraiment en adéquation avec cet objectif-là. Créer un environnement propice au sein d'Ecobank pour faire émerger justement des leaders, pour que les femmes se sentent à l'aise, elles se sentent capacitées, en confiance, formées, qu'elles aient tous les outils pour pouvoir créer ce vivier qu'on veut voir à l'échelle du continent. Merci. Thank you for really testing my French. Donc merci. Je crois que vous avez testé mon français. Nous allons prendre quelqu'un pour la dernière question, la table 7, pour des raisons de temps, pardon. Vous m'entendez? Donc, je vais essayer de démontrer donc, la liste d'idées que j'ai sur mon papier. J'espère que j'ai noté fidèlement. Donc, c'est vrai qu'il s'agit de capital humain et financier. Un des sujets que nous avons donc mentionné, c'est d'avoir donc des plans très très durables et je crois que c'est basé sur le capital humain avec des plans de développement personnel. Il s'agit d'identifier des talents féminins très tôt pour pouvoir donc les autonomiser pour des plans de succession dans l'avenir. Il y a eu également des réflexions sur l'accent qui devait être mis sur la représentation des femmes dans les plans de recrutement. Et même dans la mise en œuvre de ces plans-là, voilà, le personnel, tous ceux qui donc contribuent à interviewer les candidats devraient inclure 50% de femmes et d'hommes. Je pense que c'est des choses que nous négligeons des fois. Donc ça aussi, on peut le mettre en œuvre. Le prochain point, concernant la société, il y a un exercice d'éducation qui est requis, voilà, pour les femmes et les hommes, pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la société. Il faudrait que nous puissions prendre en compte les capacités des femmes dans certains domaines comme l'ingénierie, la chaîne d'approvisionnement, qui sont des secteurs essentiellement dédiés aux hommes. Il faudrait que ça change. Il y a également cet autre point qui établit le pont entre les 2 points mentionnés. Il faut un équilibre dans les politiques. Je vais ici parler de congés, par exemple, liés à la maternité, de bien d'autres choses qui sont uniquement liées aux femmes. Voilà. Donc, il faut des objectifs qui soient basés sur l'équité.
Et je crois que tout ceci est lié au capital financier parce que le gouvernement, par exemple, pourrait décider de faire des allègements fiscaux à des entreprises qui ont quand même de belles performances en matière de mise en œuvre de ces actions. Donc, il faut qu'on puisse mesurer toutes ces actions des entreprises, des PDG des différentes entreprises, des conseils d'administration pour peut-être leur accorder des facilités fiscales. Voilà, il ne faut pas uniquement avoir des subventions dans le court terme, mais à long terme pour que ces stratégies soient donc mises en œuvre de manière durable. J'espère que tout le monde m'a écouté. Je crois que ça a été de très belles idées. On n'a pas peut-être tout écouté, mais pour le peu que nous avons écouté, c'était de très belles idées. Merci. Merci beaucoup, Philippa, et merci à tous pour vos réflexions pour cette première conversation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième discussion. Je suis heureux de vous présenter Mary Porter Prisca qui va parler de l'investissement dans les soins infantiles et comment est-ce que cela peut changer nos économies. Elle est donc directeur du département des économies durables au niveau de la SFI et elle fait partie du groupe de conseil. Elle est également membre du conseil de Global Economy. Marie, à vous. I'm not coordinated. Bon, je ne... Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, Excellence, Madame la Ministre et tous mes autres collègues. Avant que je ne passe à la présentation, je voudrais donc exprimer mes remerciements. Voilà, mais avant, je vais orienter cette session autour donc des messages que nous avons eus les 2 derniers jours. D'abord, on a parlé des aspirations du continent pour créer donc des entreprises qui tournent, qui ont un revenu autour de $1 milliard, de 300 à 1 milliard. C'est vrai, c'est une aspiration, mais qui donc va voir le jour avec des conditions. Il faut donc inclure les femmes. Il faut beaucoup plus pour attirer, développer et retenir donc le capital humain féminin. Donc, je crois que l'investissement dans les soins infantiles sont très, très importants. Voilà, on a entendu cela dans les sessions plénières et les sessions éclatées sur l'importance de la collaboration entre le secteur privé et public. Voilà, je crois que cela va continuer dans cette session. Et finalement, notre étude a identifié plusieurs défis qui donc ont généré plusieurs rapports. Voilà. Je crois que depuis les défis, nous allons basculer donc aux opportunités parce que chaque défi est une opportunité. Je vais commencer donc la présentation pour dire que c'est un plaisir d'être avec vous pour parler de soins. Et je vais parler spécifiquement des soins infantiles parce que nous pouvons changer les choses en tant que SFI d'un point de vue économique. Aujourd'hui, c'est un sujet très important parce que ça a un impact sur la performance donc, des femmes au niveau de l'économie. La pandémie COVID-19 a donc exposé combien de fois donc, les soins infantiles ont un impact négatif sur les femmes si mal gérées. Et ça, c'est dans tous les secteurs publics et privés. Il faut d'abord avoir une parité du genre en tant qu'objectif stratégique. Donc, cette session va donc partager les conclusions d'un rapport de la SFI que nous avons publié ce matin. Et après, nous aurons donc des discussions. Donc, je vais planter le décor. Voilà, nous avons plusieurs
preuve que aucun pays, aucune communauté ne peut donc venir à bout des défis du 21e siècle sans la participation égale des hommes et des femmes. C'est vrai, les femmes sont sous-représentées dans les activités économiques dans le monde. Les femmes, en moyenne, sont responsables de 3/4 du travail impayé. Pendant que les hommes occupent 3 fois plus de positions de leadership et sont rémunérés. Et c'est pourquoi donc il est important que cela soit mentionné, parce que cela met un accent, un stress particulier sur les femmes qui généralement sont en charge de ces enfants. C'est pourquoi nous avons parlé de l'impact négatif de cela sur la performance des femmes. Cela a un impact sur le PIB des pays. Au Nigeria, c'est $3 pour chaque dollar investi. Il y a des preuves qui montrent que l'investissement au niveau des foyers, en termes de soins infantiles, peut impacter positivement les entreprises, les pays d'un point de vue économique. Donc une amélioration de la croissance, la productivité donc des entreprises génère une croissance également pour les femmes et également de meilleurs soins pour leurs enfants. Nous pensons que cela va permettre donc un accroissement des PIB des pays. Et ça, c'est une étude de cas du Nigeria. Le PIB du Nigeria était autour de 400 milliards de dollars. Mais on peut dire que le pays ne bénéficie pas encore de l'avantage que pourraient donc produire les femmes. Voilà, nous avons 64% des hommes qui travaillent et 6% des femmes travaillent dans le secteur formel. Voilà, et généralement, ces femmes travaillent en dessous de leur potentiel. Nous avons des chiffres. L'investissement donc dans les soins infantiles peut avoir donc un impact positif sur la performance des femmes et générer donc des avantages économiques, c'est-à-dire près de 300 milliards de dollars sur le PIB du Nigeria. Pour pouvoir mieux comprendre donc l'économie du Nigeria, nous avons fait donc un examen du secteur privé. Et pour pouvoir donc identifier le manque à gagner et les opportunités dans l'écosystème des soins infantiles. Nous avons 7 des secteurs qui contribuent au PIB, qui incluent également 7000 parties prenantes. Nous avons parlé plusieurs entreprises, plusieurs centres et même des entités gouvernementales. Et ce que nous avons découvert très, très important. Cela donc démontre qu'il y a un impact très positif lorsque l'employeur investit dans la santé infantile de ses employés. Et cela contribue à générer des profits pour l'entreprise et pour l'économie. Et cette étude a identifié donc quelques manques à gagner au niveau des politiques et des lois des entreprises en termes de soins infantiles. Donc 91% des entreprises ont donc ces lois et moins de 21% n'ont pas de congé de maternité, encore moins de congé de paternité. Donc 95% n'ont pas de soins infantiles dispensés dans leurs locaux. Donc nous avons parlé à plusieurs employés qui ont exprimé leurs besoins donc de ces soins-là. Voilà, nous avons 40%, 28% pour les hommes qui bénéficient de ces avantages. Voilà, nous avons les congés de maternité qui commencent de 0 à 25 jours. L'appui donc de l'employé est très important, surtout au vu des difficultés auxquelles font face les employés. C'est vrai que c'est cher
la moyenne, c'est $550 par an pour un enfant, ce qui représente donc 63% des revenus annuels. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas dépenser 3 fois plus que ce qu'ils ne peuvent dépenser. Et la plupart de ces employés sont donc loin de leur lieu de travail. Cela augmente le stress et réduit également la productivité des employés. Donc, normalement, l'employeur doit investir donc, dans les soins infantiles. Donc, 47% des parents qui ont des enfants de moins de 5 ans préfèrent avoir donc, des soins infantiles sur leur lieu de travail. Et plus de 50% ont reconnu que les soins infantiles sur le lieu de travail accroît donc leur performance. Et je crois que c'est une opportunité pour les entreprises de le faire parce que cela contribuerait à leur avantage personnel. Et à partir de l'étude, nous pensons que d'ici 2025, les besoins, les demandes pour les soins infantiles sur le lieu de travail vont augmenter. D'ici 2030, la population du Nigeria va donc être autour de 250 millions d'habitants et beaucoup de femmes donc, vont faire la demande. Donc le marché des soins infantiles est vraiment existant et cela commence depuis les plus petits centres jusqu'aux grands centres pour les soins infantiles. Mais chaque entreprise donc, pourra faire selon la demande. C'est vrai, il y a quand même des obstacles qui existent. D'abord, le manque de personnel qualifié et le deuxième, c'est donc le manque de financement. Par exemple, 76% n'ont pas donc accès à des fonds de lancement et 2 tiers donc utilisent leurs épargnes personnelles et ceci ne peut pas nous permettre donc d'atteindre le taux d'extension. Les investissements sont limités. 18% de ces centres-là ont accès aux prêts bancaires. Donc, il y a une grande opportunité pour les institutions financières et pour les investisseurs de se faire l'argent parce que le marché est grand. Voilà. ONU Femmes a estimé que 25 milliards de dollars donc, est requis pour pouvoir donc, combler le manque à gagner en termes de soins infantiles au Nigeria. Il est donc important d'avoir un cadre légal pour pouvoir donc permettre que ces centres fonctionnent. Le Nigeria a eu 0 sur les indicateurs parce que le pays n'avait pas donc un cadre réglementaire pour permettre ces soins infantiles. Il y a beaucoup de manque à gagner en termes d'avantages liés au congé de maternité et de paternité, ce qui constitue un obstacle. Et il y a toute une panoplie de disparités en termes de réglementation. Donc, nous voyons donc plusieurs variations au niveau national, au niveau continental. Maternity leave, but because of the gaps, employers can decide. Tenu des différents écarts par rapport au congé de maternité, donc il fallait aussi travailler sur le congé de paternité. Alors, donc, je vais conclure pour dire que on ne sait pas. De toutes les manières, la découverte que nous avons réalisée présente un certain nombre d'opportunités. Et alors, donc, nous faisons également des recommandations à l'intention des institutions financières, gouvernements, les associations des industries, les différentes entreprises. Alors, donc, vous pouvez faire une sorte de benchmarking auprès, n'est-ce pas, des
acteurs mondiaux et aussi aux fins, n'est-ce pas, de faciliter l'accès aux soins infantiles. Donc, j'ai regardé le cas du Nigeria et la découverte par rapport au marché africain révèle clairement que le marché continue de se répandre, s'étendre. Donc, je crois que très rapidement, la population va croître. Et donc, je crois qu'à ce niveau, donc, il s'agit de voir dans quelle mesure on peut amener les entreprises, les entrepreneurs à collaborer, donc au fin, n'est-ce pas, de créer un environnement favorable. Donc, il y a beaucoup de données, de nombres, de chiffres que j'ai mis à votre disposition. Vous pouvez vous référer à notre code QR et au fin de vous enrichir vos connaissances. Je vous remercie. Thank you so much, Mary. Merci, Marie. Donc, nous avons. I know it feels like it's all. Donc, nous avons 3 questions. Certainement qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre soin des enfants au Nigeria. Alors, donc, il s'agit de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, je crois que le rapport a une approche holistique. Donc, par rapport à ce que les employeurs peuvent faire, également par rapport à ce que les employeurs, quels sont les besoins des employeurs, qu'est-ce qui se passe au niveau des entrepreneurs, et pour la plupart qui sont censés être des femmes. Et nous avons également examiné le cadre juridique. Et comment est-ce qu'on peut promouvoir le cadre juridique réglementaire et comment est-ce que les femmes également peuvent travailler. Comme la ministre nous l'a dit, il va falloir créer un cadre favorable aux fins de faciliter le travail des femmes. Donc il va falloir d'entrée de jeu lire les questions. La toute première question, c'est la bonne nouvelle. Ce que nous faisons ici, c'est réel. Parce qu'au niveau de la SFI, ce que nous faisons, c'est réel parce que ça s'applique à un programme au Nigeria en termes d'opportunités aux fins de, n'est-ce pas, combler les gaps, les écarts, surtout quand on regarde au niveau des mises en œuvre du programme au Nigeria. Donc on aura 60 femmes et hommes lesquels on prépare aussi au forum à Abidjan. Donc, nous sommes ouverts à vos points de vue ouverts. Alors, donc, la toute première question, c'est par rapport à l'employeur. Quels sont les changements quels sont les changements qui peuvent être priorisés par les employeurs au niveau des soins de santé aux enfants, au niveau de la rétention, le recrutement, et au niveau de la productivité, comme il a été mentionné dans le rapport. La seconde question porte sur le gouvernement et les décideurs politiques. Comment est-ce que le gouvernement et les décideurs politiques peuvent faciliter les soins, pas seulement par rapport aux femmes, mais également voir dans quelle mesure on peut faciliter l'accès des femmes au travail et comment est-ce qu'on peut créer une économie qui prend en compte les soins des femmes. Comment est-ce que le secteur privé peut appuyer le développement et l'élaboration des plans de santé à l'intention des femmes. Alors donc la toute première question portant sur les employeurs sera traitée par l'équipe 1-2. Et maintenant l'équipe par rapport au gouvernement, la seconde question portant sur le gouvernement sera traitée par l'équipe 4 et 5. Par rapport à la table 3 et 6 traiteront des questions de l'économie. Donc on a aussi le gouvernement, l'employeur, et on a la SFI. Donc,
Donc, toutes ces 3 questions seront traitées par le dernier groupe. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? On peut commencer? Qu'est-ce que les employeurs peuvent faire afin de prioriser les soins de santé des enfants? Et ça, c'est la table 1 et 4 qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce que peuvent faire les employeurs afin de prioriser les soins de santé des enfants? La seconde question, comment abordons-nous les écarts, les gaps par rapport aux politiques, aux fins d'amener le gouvernement à mettre en œuvre, n'est-ce pas, un certain nombre de politiques en faveur de la femme? Alors donc, 2 et 5, où êtes-vous? Cette question porte sur une économie des soins. La table 5 et 6. The second is, how can the private sector support development of a reliable and affordable child care system? I have been answering both questions. Since they created the question, they have the answers. Good point. Reliable and affordable child care. Affordable, c'est quoi? Peut-être on peut parler du deuxième, parce que nous sommes dans on peut parler du deuxième, parce que nous sommes dans le secteur privé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Est-ce qu'on va faire des crédits à les sociétés qui vont faire de child care dans les grandes villes, parce que franchement, on n'en a pas aujourd'hui. Normalement, c'est des petits. Yes. Quelle démocratie? Il n'y a pas de démocratie. Tout à l'heure, sur les deux cas, c'était des entreprises, si on a un option. Allez. Ok.
Vous voulez démocratie? C'est bon. Who votes for him to speak? Okay. Who votes for him not to speak? Personne. Tu vois, ça c'est la démocratie. Non, mais vous êtes à l'aise avec l'application. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse sur la première partie? Qu'est-ce que les gouvernements ont dit cette économie de China? Bien, comme Nana se focalise sur le secteur Cette année, 3 de ces femmes ont des enfants. L'un va avoir le maternal leave. Il y aura 3 conseils. Ça sera très cher. Parental. On lui donne le droit d'avoir 3 congés. Ça, c'est intéressant, c'est un peu difficile, non? Tu peux avoir un enfant, mais tu n'es pas marié. Thanks, everyone. It seems like this has really triggered some interesting conversations. But unfortunately, and in the interest of time, we are going to cut it here. Hello? Hello? Allô, je crois que les discussions doivent maintenant prendre fin. On retourne. Voilà, je crois que c'est intéressant.
On peut même avoir tout un atelier de réflexion à la fin de ce forum, mais malheureusement, nous allons arrêter ici. Je vais donc inviter chaque table à partager donc le fruit de leur réflexion sur ce que tous nous devons faire pour pouvoir donc combler certaines disparités qui ont été donc mises en lumière par le rapport. Tableau numéro 1. Tableau numéro 1. Oui, allez-y. I'm from Nigeria and I see this. Donc, je vois ce dont nous parlons beaucoup, mais à partir des discussions, je crois qu'il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Il faut juste les adapter au pays. Il faut d'abord appuyer financièrement tous les centres de soins infantiles et cela serait donc à l'avantage des mamans et des femmes. D'un point de vue gouvernemental, je crois qu'il y a eu un exemple du Maroc où donc, le soin infantile est du ressort du secteur privé. Le gouvernement donc, intervient pour construire des centres. Il faut également décentraliser le travail, rapprocher le travail des familles. Je crois qu'il y a l'exemple marocain où il y a ce problème auquel font face les femmes dans le domaine du transport et en termes de sécurité pour que ces femmes-là puissent travailler non loin. Il faut également des heures de travail flexibles pour les mamans. Je pense que ce sont des choses qu'on peut mettre en œuvre. Voilà, un exemple de mon pays, le Nigeria, c'est donc d'avoir des jours de soins infantiles au niveau du lieu de travail. Vous voyez, après même les congés de maternité, les mamans peuvent, par exemple, envoyer leurs enfants sur le lieu de travail pour bénéficier donc de ces soins-là. Donc, ce sont des idées, des stratégies que nous pouvons donc mettre en œuvre pour améliorer donc l'environnement de travail pour que ces mamans-là puissent être au maximum de leur performance. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc passer à la table 4. Bonjour à tous. Il y a eu beaucoup d'idées que nous partageons également, mais il y a bien d'autres choses que nous avons prises en compte. D'abord, il faut encourager donc les discussions autour de cela. Il faudrait que cela soit fait au niveau des leaders et même entre parents au sein de l'organisation. Je demandais pourquoi les femmes ne parlaient pas, pourquoi elles ne font pas des demandes lorsqu'elles ont des difficultés liées aux soins intensifs. Donc, ouais, un peu, il faut que ces femmes-là puissent exprimer leurs besoins parce que la performance sera évaluée sur un point de vue équitable. Voilà, donc il se peut également que l'institution dans laquelle vous travaillez ne puisse pas mettre en œuvre tout ce qu'il faut. On peut par exemple avoir des locaux ou des centres de santé infantile, de soins infantiles peuvent profiter aux enfants en subventionnant cela. Il faut également avoir des allocations de transport pour que les femmes donc puissent transporter leurs enfants. Voilà, je pense que ce sont des choses qui sont possibles. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que le poids donc des soins infantiles sur les mamans, spécialement pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. Voilà, personne n'en a parlé parce que c'est important. Voilà, et il est important que nous ne puissions pas donc les mettre de côté dans nos discussions parce qu'il en existe. Table numéro 4, on passe maintenant. Est-ce que je peux parler d'une chose? Je pense que ce que nous pouvons faire en termes des employés, c'est de faire un lobby avec les gouvernements pour que nous puissions avoir des centres de santé de soins infantiles.
Voilà, parce que ces mesures-là, je pense que ne pourront pas changer grand-chose. Il faut des centres. Merci. Je crois que c'est vraiment une belle leçon. Table numéro 2, que pouvons-nous faire concernant donc, les politiques. Donc nous sommes une table qui parle français et anglais. Donc on l'a fait en anglais, maintenant on va le faire en français. Notre réponse serait autour de 3 axes. Pour nous, les gouvernements doivent à la fois montrer que ce secteur, on va dire, n'est pas un secteur d'échec. C'est pas parce que c'est pas que des personnes, on va dire, qui n'ont pas trouvé de travail, qui se retrouvent à travailler déjà dans des crèches, dans des structures de garde d'enfants. Donc déjà, les États pourraient mettre en place des programmes avec des incentives pour aider le secteur privé en cofinançant ou apportant des primes pour un peu donner le push, la locomotive, le premier coup qui va faire que ça va drainer encore plus d'investissements et encore plus de personnes qui voudraient se lancer dans ce secteur d'activité. Incentives, exactement. Incentives. Le deuxième point, c'est que il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui d'éducation autour des enfants. Malheureusement, dans certains cas, c'est aussi une mine d'or. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans ce secteur-là, mais il y a malheureusement très peu de contrôle. Il y a malheureusement souvent des faits divers où on voit des problématiques autour d'enfants. Donc, je pense que les États doivent aussi apporter des contrôles et des certifications qui garantissent aussi aux parents, que ce soit au niveau des entreprises, mais autour des entreprises également, des contrôles. Et aussi, les États devraient, quand par exemple, ils développent des zones d'activité économique, il y a des banques, il y a des routes, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a aucune structure de garde d'enfants. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place avec un transport adapté et que ces zones de développement soient inclus des gardes d'enfants pour les parents, pour les 2 parents. Et enfin, la mise en place de childcare dans les entreprises, principalement, c'est aussi un moyen d'augmenter le taux d'activité des femmes parce que beaucoup de mamans ont les compétences pour garder des enfants, mais n'ont pas les diplômes. Donc, il serait aussi intéressant de ne plus parler de diplômes dans ce secteur-là, mais de compétences et de donner des certifications pour des femmes qui pourraient travailler dans ces crèches pour faciliter en fait leur recrutement et encore plus augmenter le taux d'activité et l'autonomisation économique des femmes, qui est aussi un enjeu, je pense, global. Voilà. Thank you. And on to table number 5. Table numéro 5. Toujours sur le même thème, politique et gouvernement. Est-ce qu'on peut leur donner le micro, s'il vous plaît? Groupe numéro 5, est-ce qu'on peut leur passer le micro? Donc, je crois que ce sont des idées similaires. Voilà, je ne vais pas revenir à ce qu'elle a déjà dit. Le premier point, pour nous, en termes de priorité, c'est bien entendu moins de jours pour les congés de maternité, parce que déjà, les soins donc, aux enfants commencent le jour de leur naissance. On voit un peu, parce que dans notre pays, ce n'est pas possible. Deuxièmement, il faut des infrastructures préscolaires. C'est vrai que ce ne sera pas suffisant. Vous avez parlé de la certification des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà, ce n'est pas une certification pour des personnes qui vont dans des centres de formation, mais des certificats qu'ils peuvent avoir depuis la maison, un apprentissage à distance. Et il faut également des subventions de la part des gouvernements pour la santé infantile. Donc, ce sont là les nouvelles idées que nous apportons. Le dernier, et non des moindres, concernant l'économie de la santé, on sait que c'est très fragmenté. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui interviennent là-dedans. Comment est-ce que nous pouvons donc booster ce secteur de la santé et des soins? Table numéro 3.
Use a microphone, gentlemen. Volontaire, donc je vais y aller. Rapidement, donc la première question qui était de que peuvent faire les pays pour booster tout ce qui est l'environnement des soins, d'économie des soins, pardon. Alors, je vais prendre un petit contre-pied par rapport à ce qu'on a dit sur la table ici, pour avoir pris le temps de regarder la question. C'est déjà rendre une économie peut-être un peu plus formelle pour pouvoir élargir l'assiette fiscale, pour permettre justement d'apporter des revenus, des budgets pour le financement de ces activités-là, activités sociales, sociétales et de santé. Et en plus, sur la table, on avait rajouté donc de mettre en place une plateforme de dialogue public-privé qui va regrouper donc les décideurs étatiques et les décideurs du privé pour décider des quotas, éventuellement de la répartition de ces charges-là, pour justement booster ces activités-là pour que ça soit plus une activité de profit plutôt qu'une activité de charge. Ça, c'était la première question. La deuxième question, à l'image de... Donc, pour reprendre ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire l'élargissement du secteur formel, à l'image de ce qui se fait actuellement sur les mutuelles des entreprises privées, c'est-à-dire il y a une répartition des charges entre l'employeur et l'employé en fonction, bien sûr, de la capacité de l'entreprise. Et cette répartition des charges-là doit être élargie justement à tout ce qui est garderie et tout ce qui s'occupe aux soins des enfants. Voilà ce que je pense la table a suggéré. Merci beaucoup. S'il y a d'autres compléments. Done. Merci. Everybody happy there, that table? J'espère que tout le monde est d'accord sur ta table. La table numéro 6 pour donc mettre fin à nos discussions. J'ai aussi été désignée volontaire, donc voilà, je partage la même responsabilité qu'à côté. Donc, alors nous, enfin pour la première partie de la question, what can countries do to boost the care economy? Alors, on s'est dit que les États pourraient mettre en place un système avec incitatif qui encourage un petit peu les dispositifs de child care, donc que ce soit des avantages fiscaux ou des subventions diverses, ou même mettre en place, financer la formation en fait du personnel qui s'occupe du healthcare pour les enfants, donc mettre en place un organe qui finance finalement des formations pour du personnel dédié à cela. Donc, et la contrepartie pour le secteur privé, ce serait par exemple, pour le cas des formations, mettre en place un plan de formation pour accompagner le personnel toujours qui dédié à ça. Et également pouvoir, parce qu'on a donc identifié tout à l'heure lors de la présentation deux grandes problématiques. Donc c'est les coûts élevés et les transports. Donc pour les coûts élevés, alors il faudrait naturellement peut-être mettre en place un système de couverture médicale, assurance maladie, assurance complémentaire pour le personnel, pour les équipes, les effectifs. Et aussi, par ailleurs, par rapport au transport, mettre en place tout simplement des subventions ou des systèmes d'accès au transport gratuits subventionnés par l'entreprise pour pouvoir résoudre ce problème également. Donc, en gros, voilà un petit peu ce qui s'est dit comme les idées qui sont sorties de la table. Merci. Thank you. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup à tous. Comme je l'ai dit, nous vous remercions pour vos contributions. Et ce n'est pas en vain parce que nous travaillons donc sur la programmation de la santé au niveau du Nigeria. Comment est-ce que nous pouvons tous travailler ensemble pour pouvoir combler les disparités. Je suis Anne Kaboudi et je suis au niveau de SFI. Maintenant, je passe la parole à ma collègue. 1 minute, Marie, vous pouvez le faire depuis votre place pour donc dire votre mot de clôture. Avec un micro, bien sûr. Okay, I didn't think about closing us out, so I'll be sure to... Donc, merci à toutes pour votre participation. Alors, donc, le sujet abordé était vraiment de bonne facture. Alors, donc, merci. Alors, donc, tout le monde a pris sa part
à cet exercice. Et on a quand même une diversité d'énergies qui se sont dégagées, n'est-ce pas, dans cette salle. Et les interactions étaient intéressantes. Alors, donc, c'est vrai, nous allons procéder à la collecte de toutes ces informations. Et nous avons entendu d'entrée de jeu mettre à forte contribution toutes les parties prenantes ici. Donc, merci. Nous avons parlé également des capitaux qui devaient être mobilisés à l'effet de travailler sur le volet du genre. Et parce qu'il y a des femmes qui travaillent dans des secteurs où elles ne sont pas payées. Et donc, je crois qu'à cet effet, il faut travailler. Et donc, voir dans quelle mesure on peut mobiliser des fonds et adresser un certain nombre de défis auxquels elles sont confrontées et voir ce qu'on peut faire sur la question. Merci. Thank you so Merci à toi, Marie. Merci au SFI pour... Est-ce qu'on peut inviter ma collègue de la Bourse de valeur du Nigeria? Voilà, donc, parce que alors donc ils ont un programme qui travaillait sur les gaps au niveau du genre. Alors donc nous n'avons plus assez de temps. Alors donc je vais le faire en 30 secondes. Merci pour l'opportunité. Alors donc, nous travaillons sur la question de la réglementation. Alors donc, dans notre pays, il y a quand même une législation qui travaille sur les soins de santé des enfants. Alors donc, nous essayons de voir dans le cadre des discussions qu'est-ce qu'on peut faire. Alors donc, je crois que cela sera versé dans les différents rapports parce que c'est obligatoire. Merci. Maintenant, pour conclure cette session, alors Claude Marie Edna, qui est le directeur général de Ecobank. Donc, je ferai de mon mieux. Madame la ministre. Ladies, Mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, je vous remercie. Je remercie toutes et tous. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez abattu un excellent travail. Je remercie également les participants ici présents. On a eu une journée chargée de travail. Et comme nous nous acheminons vers la fin de cette séance, donc je vais vous remercier par rapport aux différentes questions abordées. Et je vais vous rappeler un certain nombre de problématiques. Madame la ministre a fait part de ses remarques. Elle a donc également elle a abordé les questions au Togo. Donc, on a aussi des experts à la question. On a aussi été enrichi par les contributions de la SFI. Donc, par rapport à la conversation qu'on a eue avec la SFI, c'était une conversation qui nous a profondément enrichi parce qu'il y avait le business model et puis bien d'autres éléments. Là, donc, tout cela est interconnecté. Donc, je crois qu'il va, à ce niveau-là, il faut aussi convoquer, n'est-ce pas, des mesures structurantes. Donc, c'était une conversation qui a véritablement enrichi nos connaissances. Merci. C'est aussi bien séant de reconnaître le fait que on a eu deux séances sur le genre au forum de Africa CEO Forum. Donc, je voudrais que nous continuions de renforcer nos capacités sur ce volet. Et il faut voir comment est-ce qu'on peut lier cela aux activités que nous menons dans le cadre de notre organisation.
Alors, donc, la toute première leçon que nous avons tirée, laquelle est liée, n'est-ce pas, à ce à quoi nous croyons à Ecobank, c'est que la question de femmes ou l'égalité, alors donc, elle n'a pas une posture morale. Alors donc, cette question, je ne le fais pas parce que je veux me sentir juste à l'aise. C'est une exigence. Parce que c'est la seule issue que nous avons au fin de réussir en tant qu'entreprise, en tant que pays, en tant que communauté et également dans le monde. Alors c'est la seule issue que nous avons. Donc c'est une posture économique. Donc on a déjà vu les facteurs qui peuvent nous aider dans ce sens. Et plus nous avons des femmes rompues à un certain nombre de tâches, plus on constatera que la productivité est en hausse. Combien de femmes seront les BDG ou des championnes? Donc, c'est certainement qu'à ce jour, nous avons une minorité de femmes qui prennent part à ceci au forum. Donc, on va voir. Alors donc, on verra si dans la prochaine vague des champions, on aura, n'est-ce pas, une grande part allouée aux femmes. Alors, donc, de 300 à 3000. Donc, on doit avoir à l'esprit. Donc, les meilleures entreprises sont celles qui seront dirigées par les femmes PDG. Nous savons que les PDG qui sont femmes ont une productivité nettement à la hausse. Et c'est un fait. C'est un fait. Alors donc, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez avoir une entreprise qui s'inscrit dans la durabilité, il faudrait s'arranger de sorte à avoir une majorité de femmes. Et là, tout ira bien. Deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est l'éducation, à laquelle il faut prêter une attention particulière. Très souvent, il faut se focaliser sur ce qu'on doit faire en matière d'éducation, surtout comment est-ce qu'on peut procéder à une mise à l'échelle. Donc, c'est vrai, je partageais cette expérience à ma table. Par rapport à ce que nous faisons dans notre institution, dans le cadre de nos projets et programmes. Donc, nous pensons, n'est-ce pas, à booster les compétences des femmes. Il faudrait investir plus dans l'éducation. Dans toutes les communautés dans lesquelles nous sommes opérationnels, nous avons des opérations. Et ça, c'est la fondation qu'on peut poser. Si on a des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, donc c'est un échec. C'est surtout un échec par rapport au voyage que nous entreprenons faire. La troisième leçon, la troisième conclusion, c'est une conclusion qui porte sur... il ne faudrait pas avoir des lois restrictives, surtout qui restreignent l'accès des femmes à de bons emplois, des emplois mieux rémunérés. Parce que très souvent, il y a des lois qui ont empêché les femmes d'avoir accès, n'est-ce pas, à des postes de travail mieux rémunérés. Donc, en tant que femme, on leur a dit que bon, vous ne pouvez pas occuper ce poste. Donc, je crois que nous pouvons prendre cet engagement. On va s'engager pour dire que dans nos entreprises, on n'aura pas de politique qui vont empêcher les femmes, n'est-ce pas, d'avoir accès à tel ou tel poste. Alors donc, c'est une étape très, très, très essentielle. Aussi, le niveau de la digitalisation, c'est très important. Les femmes... Donc, les femmes sont celles-là qui ont le plus accès à la technologie. Et nous savons que les technologies numériques
sont celles-là qui seront à la pointe dans l'avenir. C'est celle-là qui va participer à l'autonomisation des femmes. Donc, nous avons, n'est-ce pas, un programme qui prend en compte le financement, le développement des capacités, et on a la digitalisation. Donc, nous voulons former des entrepreneurs qui sont prêts à affronter les différents défis de l'avenir et du futur. Donc, à cet effet, il faut se rassurer qu'ils comprennent la technologie, ses tenants et ses aboutissants. Donc, à cet effet, nous avons des partenariats avec diverses entreprises, Google et bien d'autres, lesquelles peuvent, n'est-ce pas, équiper les dits futurs entrepreneurs et entrepreneurs. Donc, en tant qu'institution, il faut voir dans quelle mesure on peut investir dans la technologie. Alors donc le voyage, quant à dans le secteur du genre, bon, ce n'est pas encore fini. Atteindre la diversité du genre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un mot, mais il faut le traduire en actes. Aujourd'hui, je me réjouis à l'idée de dire que notre PDG Jérémy Awoy va signer la charte sur le genre. Alors donc, nous avons pris l'engagement de travailler sur l'égalité du genre et nous voulons même aller bien au-delà. Alors donc, cette annonce a été faite plutôt dans la journée et la dite cérémonie prendra place très bientôt. Consécutivement à la signature de cette charte, nous allons faire des avancées. Alors donc, surtout dans le cadre d'améliorer les choses dans ce monde. Et nous allons améliorer aussi les choses en Afrique. Mais cela ne peut pas s'arrêter ici. Nous avons besoin de chacun et de chacune d'entre vous au fin de s'engager, pour s'engager dans le même but. Et n'est-ce pas, mettre en œuvre cette responsabilité pour le meilleur du monde en Afrique. Merci pour votre temps. Et alors donc, rassurez-vous que toutes les fois qu'on se rencontrera pour la prochaine fois ici, on aura plus de femmes au PDG. Merci. Merci beaucoup, Paul Harry. Donc, je vais parler au nom de WFC, dont je suis la présidente. Donc, comme je l'ai dit ce matin, on a un outil unique qui est la diversité du genre. Donc, lequel outil a été déjà signé par divers partenaires. Alors donc, nous invitons ici au pupitre notre responsable à venir signer cette charte.
understand. No, it's a proud moment. Donc, c'est un grand moment que de signer, n'est-ce pas, cette charte au nom de Ecobank, du groupe Ecobank. Cela est le reflet de notre engagement afin d'apporter des changements importants en ce moment. Et nous mettons, il y a des choses qui figurent, qui sont prioritaires et il y en a qui ne le sont pas. Non, mais tout de même, il va falloir apporter créer cet impact dans le cadre de notre équipe. Et j'ai avec moi Paul Harry, lequel était, n'est-ce pas, chargé du conseil de diversité et de l'inclusion. Et il y a bien d'autres choses qui sont, n'est-ce pas, liées à la diversification du genre. Alors donc, ce sont des aspects sur lesquels il va falloir travailler à l'effet d'adresser un certain nombre de questions. Donc, je crois ici, en prenant des actions, posant des actions spécifiques, je crois aux opportunités égales, au paiement égal, au traitement salarié égal. Alors donc, je crois qu'il va falloir créer un environnement où les jeunes professionnels travaillent dans le même contexte et dans les mêmes opportunités. Donc c'est vrai, on peut avoir des défis, il peut y avoir des différences au niveau des politiques que nous avons, mais c'est vrai, on peut ne pas voyager avec les bébés et les enfants, mais qu'est-ce que cela signifie pour un jeune enfant, pour un jeune cadre, etc. Donc notre engagement ici vise à examiner, n'est-ce pas, de fond en comble toutes ces aspirations en termes d'indicateurs, parce que je rappelle ici aux différentes entreprises non seulement de signer cette charte, mais également de se rassurer que l'année prochaine, lorsqu'on se rencontrera ici, alors donc, il va falloir rendre compte de ce qu'on a réalisé les années précédentes consécutivement à la signature de cette charte. Donc, il va falloir, n'est-ce pas, rendre compte de ce que nous avons réalisé. Et aussi, il faut... parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas occuper, présider au destiné d'une entreprise en tant que PDG si vraiment vous ne justifiez pas en termes concrets ce que vous avez fait pour la question du genre, dans le domaine du genre. Donc nous allons, n'est-ce pas, examiner dans le cadre de nos activités quelles sont, n'est-ce pas, les entreprises qui sont, n'est-ce pas, dirigées par les femmes PDG. Et donc... Et comment est-ce que nous nouons les partenariats les uns avec les autres? Comme on l'a dit ce matin, on a été enrichi à l'idée d'entendre de bonnes idées, de bons programmes qui ont été, n'est-ce pas, élaborés. Donc, sur ce, je crois qu'on peut travailler ensemble et un peu s'auto-enrichir et s'enrichir mutuellement. Donc, je crois que cela nous a pris plus de 30 ans afin d'adresser ces écarts au niveau du genre. Donc, je crois qu'on peut être des leaders, des modèles. On peut avoir des entrepreneurs femmes, aussi bien en Afrique que dans le monde. Et il va falloir quand même, au niveau des entreprises, adresser cette question. Et à ce niveau, inviter les gens à venir visiter les entreprises africaines et s'enrichir de nos expériences en matière d'avancée au niveau de la question du genre. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur Auri, pour ces mots. Mesdames et messieurs, merci à toutes, à tous. Donc on va se rassembler on va se rassembler dans la salle où on va se...
Donc, on va se